Je suis directeur régional au groupe Investors dans la région de Québec. Bonjour, Nicolas Shields, moi aussi directeur régional pour le groupe Investors, mais à Montréal. Fernand Loisel, directeur régional, également pour le groupe Investors, mais au bureau de Montréal. Parfait. Nous savons tous que le risque est un élément important à identifier lorsque nous voulons procéder à l'adoption d'un projet. C'est d'ailleurs notre présence ici aujourd'hui pour vous conseiller sur une prise de risque avisée sur le projet qui nous était proposé par Bec & Crowe. Aujourd'hui, ma collègue Frédéric Giguère va vous présenter l'environnement externe du projet. Mon collègue Jean-François Girard va vous présenter l'analyse du projet, l'évaluation du projet. Et moi-même, je vais faire un portrait financier des résultats et aussi une gestion des risques qui étaient inhérents au projet. Donc, on va continuer par le mandat. Le mandat aujourd'hui, c'était quoi? C'était vraiment d'évaluer la profitabilité du projet, de l'automatisation de la chaîne de production, de déterminer les risques qui étaient présents au projet, d'assurer la pérennité de l'entreprise et aussi d'assurer aussi la continuité avec votre fils, Marco, dans le projet de l'entreprise. Notre proposition aujourd'hui était d'aller de l'avant avec l'investissement dans la ligne de production pour faire de l'exportation aux États-Unis, puis en permettant de répondre à vos besoins. Donc, on va commencer avec l'environnement externe avec Mme Frédéric Giguère. Donc, avant de commencer, pour être en mesure de mieux asseoir nos calculs, on a jugé pertinent d'établir la stratégie de votre entreprise. Donc, actuellement, vous voulez pénétrer un nouveau marché, soit vous voulez exporter vos produits alimentaires aux États-Unis. Donc, c'est sûr que le produit que vous offrez est en stade de maturité actuellement. Donc, c'est sûr que pénétrer un nouveau marché, ça va être important. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'aller garder une croissance. Vous visez aussi à offrir les plus bas coûts, les prix les plus bas et de vous concentrer, là, étant donné que votre fils Marco est déjà dans l'entreprise, puis qu'il travaille déjà au niveau de la production et de la livraison. Donc, il a déjà une bonne connaissance. Donc, on pense que se concentrer sur la fabrication, ce serait vraiment le point clé pour aller chercher la création de valeur qu'on vise aujourd'hui. Donc, ensuite, on a analysé les différents facteurs environnementaux qui pourraient venir influencer la rentabilité du projet. Donc, nécessairement, en point principal, il y a les négociations qui sont faites actuellement au niveau de l'ALENA avec la nouvelle présidence américaine. Donc, c'est sûr que actuellement, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de frais de douane sur les exportations. Toutefois, étant donné que c'est en négociation, il pourrait éventuellement avoir des frais puis des tarifs douaniers qui vont être appliqués lors des exportations américaines. Donc, ça va être un facteur à prendre en considération. Pour ce qui est d'un aspect économique qui est favorable au projet, c'est sûr que la devise canadienne actuelle favorise les exportations, étant donné que c'est moins cher pour les Américains d'aller acheter des produits canadiens. Puis aussi, le fait qu'au Canada, la matière première est très présente, donc on parle souvent de blé, de soya pour créer de l'alimentation animale. Donc c'est sûr que ça favorise aussi le projet, étant donné que nous, on a accès à des coûts de matière première qui sont beaucoup plus avantageux. Pour ce qui est de vos forces et des défis de votre entreprise, donc c'est bien que vous soyez une entreprise familiale, vous êtes ancré dans vos valeurs, votre vision est claire, elle est bien précise, vous avez un faible niveau d'endettement qui se situe aux alentours de 50%, ce qui est relativement bien. La situation géographique, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que vous soyez au Canada et que vous ayez accès à une abondance de matières premières, vous favorise aussi par rapport aux entreprises qui sont situées sur le marché américain, qui ont peut-être des prix plus élevés au niveau de la matière première. Pour ce qui est de vos défis, nécessairement, vous n'avez pas de connaissance du marché américain. Vous possédez 5 employés actuellement, donc c'est sûr que ça va être un point à prendre en considération aussi dans un développement d'exportation américaine. Puis on est arrivé au stade de maturité du produit, ce qui veut dire qu'on doit pénétrer un nouveau marché pour aller augmenter puis générer la croissance que vous voulez, pour aller assurer la pérennité pour pouvoir transmettre l'entreprise à votre fils. Pour ce qui est de la concurrence, donc l'industrie ne possède pas de gros joueurs, donc c'est assez concentré. On parle de 5 à 6 concurrents majeurs dans l'industrie. Les produits substituts, il n'y en a pas beaucoup, on doit nourrir nos animaux, à part les pâturages et tout, c'est important, donc il n'y a pas beaucoup de produits substituts. Pour le pouvoir de négociation des fournisseurs, donc vous avez un fort pouvoir de négociation si vous allez vers l'exportation parce que vous allez pouvoir augmenter le volume de matières premières achetées, donc nécessairement vous allez pouvoir négocier des meilleures conventions avec vos fournisseurs, puis aller chercher des meilleurs prix et des meilleurs rabais. Pour ce qui est des clients, donc ils ont toujours possibilité d'aller acheter le moins cher ailleurs, donc c'est sûr que si vos concurrents offrent un prix moins cher, nécessairement vous allez devoir vous baisser votre prix aussi pour être capable de générer des ventes à votre tour. Qu'est-ce qui arrive si on va de l'avant avec le projet au niveau de la concurrence?
Donc, on voit que la pression sur les fournisseurs, la pression de la concurrence vient diminuer pour votre entreprise, étant donné qu'on a des meilleures négociations au niveau des fournisseurs, et toutes les autres variables restent stables, parce qu'on juge que le marché américain est assez standard au marché canadien. Donc, ça se pondère de manière égale. Continuons maintenant avec les avantages et les inconvénients de l'exportation en tant que telle. Donc, c'est sûr que si le distributeur, donc vous voulez procéder par la vente à un distributeur. Donc, ce qui arrive, c'est que vous allez vendre en masse au distributeur. Donc, ça va vous donner un plus gros pouvoir, vous allez pouvoir vendre plus, puis ça nécessite moins de frais d'administration quant aux livraisons, comme là, présentement, vous livrez à des animaleries, vous livrez à des petits détaillants. Donc, vendre en masse, ça vous donne un plus gros pouvoir, puis ça diminue aussi les charges de travail de l'entreprise. Ça relance la croissance de l'entreprise, ça vous permet d'aller pénétrer un nouveau marché, d'aller chercher des ventes supplémentaires qui vont assurer la pérennité aussi pour votre fils. Toutefois, on parle de 2,7 semaines pour remplir un camion de livraison complet pour pouvoir l'exporter aux États-Unis, compte tenu de l'ajout d'une ligne de production là, qui augmente notre production d'environ 48 000 poches de nourriture. Et la capacité maximale de production est faible, donc une ligne, comme on va vous le démontrer tout à l'heure, ce ne sera peut-être pas assez suffisant pour aller chercher vraiment tout le pouvoir d'exportation que vous avez face aux États-Unis. Donc, pour résumer, au niveau qualitatif, l'exportation est essentielle. Donc, vous devez exporter pour relancer votre croissance et aller générer des profits qui vont vous permettre de donner une entreprise qui va être florissante à votre fils, puis qui va lui permettre d'aller d'avoir une bonne pérennité, puis d'assurer la croissance, puis de relancer la croissance surtout, puis de miser aussi sur les forces de votre fils qui sont la fabrication de la production animale. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Alexandre pour le portrait financier de l'entreprise. Donc, des états et résultats nous étaient fournis dans la situation qui était présente dans le projet avec l'entreprise. On a commencé par faire l'analyse de différents ratios. C'est-à-dire, on a commencé avec le portrait financier, on a commencé avec les marges, on a évalué les marges de chacune des années de 2015 et de 2016. Si on regarde, la marge brute en 2015 était de 21,7 %, elle a augmenté en 2016 à 22,54 %. La marge d'exploitation de votre groupe était de 2,02 % pour diminuer à 0,64 % en 2016. Et même chose pour la marge nette, il y a une diminution à 0,55 % en 2016. Donc on voit qu'il y a une certaine érosion des marges en ce moment. On a un certain problème avec l'entreprise, on veut la relancer. Puis d'ailleurs, c'est pourquoi qu'on vous propose avec le projet d'y aller de l'avant justement pour pallier à ces problèmes. Alors, si on regarde les comptes des rotations, on voit que en ce moment, vous avez des très bons comptes de rotation. Au niveau des comptes clients, c'est sûr que ça a augmenté entre 2015 et 2016 pour y aller à du 87 jours. Ça commence à être un peu alarmant. Pour ce qui est des stocks aussi, ça va à 66 jours, ce qui reste relativement constant. Puis les comptes fournisseurs à 72 jours. Tout ça pour avoir un compte de rotation total qui va se situer entre 91 jours. Donc vous avez besoin de 91 jours où que vous devez vous financer vous-même pour vos activités. Par la suite, si on regardait l'endettement seulement de la dette bancaire, c'est-à-dire de l'emprunt bancaire, on a remarqué qu'en 2015, c'était de 21 % et ça diminue à 19 % en 2016. Donc, c'est toujours relativement stable, comme on peut remarquer. Par la suite, on a fait une identité du bon pour voir c'était quoi le rendement pour les actionnaires au sein de l'entreprise. Si on regarde, le premier ratio, c'est la marge nette. Si on a regardé, il y a encore, comme on avait dit dans le premier tableau, il y a une diminution à 0,55 % en 2016. Rotation de l'actif aussi, il y a une diminution. Il y a une moins bonne gestion de l'actif qui s'est faite dans l'année 2016. Puis, le levier financier est resté relativement constant. On peut voir qu'il y a une diminution du rendement sur les fonds propres qui est notamment causée par la diminution de la marge nette, qui fait en sorte que le rendement pour les actionnaires est un peu moins bon. Mais on croit fermement qu'avec le projet qu'on vous propose en ce moment de l'automatisation de votre chaîne de production puis de l'optimisation de celle-ci, vous allez être capable de pallier à ces problèmes et d'augmenter vos marges. Je vais d'ailleurs laisser la parole à Jean-François qui va vraiment vous expliquer comment les projets vont faire en sorte que ça va augmenter le bénéfice pour vos actionnaires. Tout d'abord, on va commencer avec la présentation des hypothèses de base. Qu'est-ce qui nous était fourni? Il a fallu qu'on se regarde les trois et puis qu'on postule quelques hypothèses. Alors, on a commencé, on a stipulé la croissance des ventes de 10 % au Canada et de 5 % aux États-Unis. Lorsqu'on calculait ces deux pourcentages de croissance-là avec l'augmentation des quantités, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de fournir avec l'investissement initial de 100 000 $ la production totale qu'on serait capable de vendre aux États-Unis.
qu'est-ce qu'il nous a obtenu? On a obtenu une vanne de 76 755 % avec le projet initial qu'on a dû trouver. Ça nous donnait un tri aussi de 12 %. Et les coûts de transport de 1 000 les coûts de transport de 1 000 sont inclus dans les frais d'exploitation. Et aussi, le CMPC qu'on a pris en considération ici était de 8 %, puisque c'était le dernier ROE qui était sensiblement valable pour 2015. Celui-là de 2014 n'était pas valable à cause de l'érosion des marges, justement. Et notre délai de récupération était de 7,15 %. Maintenant, on a fait varier notre prix. Notre prix initial pour vendre notre produit aux États-Unis était de 30 $. 30 $, c'est environ 3 % de moins qu'on a présentement au Canada. Ici, c'est 30 $ en dollars canadiens, donc ça va être plus faible aux États-Unis. Il serait possible aussi de se couvrir sur le taux de change. Plus tard, mon collègue Alexandre va vous en reparler. Et puis, il va falloir notamment aussi se fier sur un bon distributeur aux États-Unis pour pouvoir être capable de vendre et faire une bonne pénétration par les prix. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une grande variabilité au prix, justement, et aussi en fonction du CMPC. Si le prix descend à 29 $, on monte dans le négatif. Notre prix qu'on était capable de trouver, c'est environ 29,76 $ pour être capable d'obtenir une vanne nulle, avec le point mort. Maintenant, et 24 180 poches, comme en 2017 qu'on propose de vendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a doublé le projet. On a ajouté une deuxième ligne. Donc, on prend un investissement initial de 140 000 $ au lieu du 100 000 $. Puisque, notamment, dans le projet initial, il y avait un site Internet aussi. Donc, si on est capable de combler 100 % de la demande du Canada et qu'on arrive pour, justement, vendre aux États-Unis, le projet, il crache, on n'est pas capable de survenir à la production qui va nous être demandée. Donc, en ajoutant une deuxième ligne, on est capable de mettre notre taux de croissance de 5 % toutes les années à venir. On l'a fait le projet sur 5 ans. Ici, on voit que la vanne est de 300 000 $, plutôt de 75 000 $ initialement. Notre prix est beaucoup plus élevé aussi, de 22 %, ce qui diminue notre risque grandement. Puis notre délai de recouvrement est aussi plus faible, mais il faut noter que le délai de recouvrement n'est pas nécessairement une valeur qu'il faut tenir compte pour investir dans un tel projet. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que notre vanne est plus grande et elle varie beaucoup moins. Mon collègue Alexandre va revenir dans quelques instants. Puis c'est pour ça qu'on vous conseille grandement d'investir dans un projet, mais avec une deuxième ligne de produit plutôt qu'une seule. Puis aussi, vous allez sûrement vous demander, OK, comment on fait pour justement pallier à ça? Et on a juste un employé à temps plein qui travaille 75 % du temps. On ajoute un employé, puis il était déjà aussi inclus dans les coûts de transport et d'exploitation. Maintenant, Alexandre va continuer avec le financement. Pardon. Pour ce qui est du financement, bien sûr, ce projet-là, ça nécessitait une certaine mise de fonds. Vous deviez mettre de l'argent pour arriver à vos fins. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? C'est d'y aller avec le financement à l'aide des bénéfices non répartis des entreprises. En ce moment, vous avez 146 000 $ de bénéfices non répartis dans la dernière année. Ce qui est excellent. En ce moment, justement, vous aviez un projet qui était à environ de 100 000 $. Donc, on nous demandait si vous étiez en mesure de financer votre projet à même votre chiffre d'affaires et vos résultats. Et c'est bien sûr possible. En plus, avec les bénéfices non répartis, c'est le moyen le plus adéquat pour financer un projet. C'est lui qui demande le moins de rendement, bien sûr, parce qu'on se finance à même nos fonds. Puis, ça ne modifie aucunement la structure en capital. Aussi, on s'est dit, oui, bien sûr, vous pourriez utiliser de la dette, mais on s'est rendu compte que dans vos états des résultats, c'était pas de quoi que vous aviez vraiment à avoir de la dette. Donc, en plus, ça nécessite un plus haut rendement, des garanties, ce qui pourrait être pas vraiment souhaitable pour vous. Par la suite, on a décidé de faire une gestion des risques. On a identifié les risques financiers pour débuter. En ce moment, bien sûr, vous vouliez faire des exportations aux États-Unis. Vous avez un risque de taux de change qui est bien sûr présent en faisant des exportations aux États-Unis. Mais en ce moment, ce risque-là est quand même négligeable parce que le taux de change est vraiment en notre faveur. Bien sûr qu'on pourrait se couvrir pour le risque de taux de change avec des contrats sur la devise, avec des contrats à terme qui pourraient être vraiment favorables pour nous. Aussi, il y a un risque qui est lié au transport. Vous avez une marchandise qui est exposée à une perte lorsque vous faites des exportations vers les États-Unis. Puis, par semaine, c'est environ 15 000 $ de chiffre d'affaires qui est exposé à une perte. Donc, bien sûr, on va vouloir vraiment s'assurer, prendre un contrat d'assurance pour cette perte-là, pour vraiment minimiser notre risque. Par la suite, on a identifié le risque d'exploitation.
Comme que mon collègue l'a dit, il y avait un très grand risque qui était lié à la variabilité du prix de vente. Il y a une forte pression de la concurrence en plus sur ce milieu-là. Donc, avec une forte pression de la concurrence, surtout que vous êtes quand même relativement un petit joueur, ça va être difficile de faire une concurrence par les prix. Donc, il y a vraiment une grande variabilité à ce niveau-là et ça peut vraiment faire changer la valeur du projet. Par la suite, il y a un risque qui est lié au coût fixe, mais qui est quand même relativement faible, qui était de 4 $ par unité, à veut dire les coûts fixes, ce qui est relativement faible, ce qui représente 22 % du prix. Donc, c'est quelque chose qui est relativement négligeable. Aussi, au niveau de la variabilité du chiffre d'affaires, c'est quand même un risque qui est faible. Et pourquoi? Parce que en ce moment, compte tenu des prévisions qui nous étaient données, c'était quasiment certain que vous alliez répondre à la demande, surtout avec votre niveau de production actuel. Vous ne seriez même pas capable de répondre à la demande aux États-Unis. Donc, avec le risque au niveau du chiffre la variabilité du chiffre d'affaires est quand même faible à ce niveau-là. Puis, ça, c'est un graphique que nous avons fait au niveau du risque qui est lié au niveau de la variabilité du prix. Si on regarde avec une ligne de production, on a une distribution normale qui est beaucoup plus moins aplatie que la 2 lignes de production. Ce qui fait en sorte que à 2 lignes de production, c'est beaucoup plus concentré en sa moyenne, ce qui fait en sorte qu'on a un projet qui est moins risqué et on a un écart type aussi qui est moins élevé. Donc, un écart type moins élevé est notamment signe de risque moindre, ce qui est vraiment favorable pour vous. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on vous conseille d'y aller avec un projet à 2 lignes de production parce que ça va permettre de réduire votre risque, puis aussi d'avoir une meilleure vente de projet et d'augmenter la valeur de votre entreprise. Aussi, on a identifié un risque politique au sein de votre entreprise. Bien sûr, un risque politique, on s'entend pour dire qu'en ce moment, avec les tensions qui arrivent aux États-Unis, on est un petit peu incertain de ce qui va arriver dans le futur. Donc, bien sûr, il pourrait y avoir des risques de modification de l'ALENA, qui pourrait avoir des taxes supplémentaires sur les produits qu'on va exporter et faire en sorte que ça va avoir un certain désavantage et les ménages américains vont avoir tendance à consommer plus domestique qu'à l'international ou qu'au Canada, justement. Donc, c'est un risque qui est vraiment à considérer dans le projet. Par la suite, je vais laisser la parole à Frédéric pour l'implantation du projet. Alors maintenant que mes deux collègues ils ont expliqué comment on allait arriver à créer une vente possible de 300 000 et comment on allait arriver aussi à gérer les risques qui entourent le projet, on va poursuivre avec l'implantation. Donc comment on va aller créer cette valeur-là, puis comment on va s'assurer d'aller donner à votre fils une entreprise qui correspond à vos attentes et à la valeur que vous souhaitez. Donc demain, on va sélectionner un distributeur américain, donc on va essayer de trouver celui qui offre les meilleures possibilités de croissance, puis aussi les meilleurs coûts. Donc on sait que c'est les distributeurs qui déterminent les prix de vente des matières, donc ça va être important là, de s'assurer de bien le choisir, puis de prendre le temps de le faire comme il faut. Ça va être aussi d'établir des ententes avec les fournisseurs, donc nécessairement on va venir augmenter la production énormément, donc ça va être important de s'assurer que vos fournisseurs sont capables de répondre à cette augmentation de la demande-là, puis de vous assurer aussi d'avoir les meilleurs prix possibles pour vos matières premières. Donc dans 3 mois, vous allez finaliser l'entente avec le distributeur, puis commencer aussi à faire la réfraction de vos lignes de production pour que dans 1 an, vous puissiez commencer à exporter le marché américain, puis que vous puissiez préparer aussi votre départ à la retraite, puis que vous puissiez intégrer aussi progressivement votre fils dans tout le processus. Donc, tout ça, ça va vous permettre de répondre à vos questionnements et à vos attentes quant à maximiser la valeur de votre entreprise, s'assurer qu'on va créer la valeur juste, s'assurer qu'on prépare aussi votre fils. Donc, on avait aussi pensé à un plan de l'inclure dans tout ce processus-là pour s'assurer qu'il soit conscient puis qu'il soit aussi optimiste face à tout ce développement-là qui va se faire au niveau des exportations américaines. On sait que votre fils se concentre principalement sur la fabrication de la nourriture animale. Donc, c'est sûr que tout le chamboulement qu'il va y avoir au niveau de la ligne de production, on pensait que ça pourrait être intéressant que ce soit votre fils qui forme les employés, peut-être qu'il fasse une adaptation pour l'intégrer aussi au climat de travail, aux nouveaux employés qui s'occupent du processus de sélection, pour s'assurer vraiment que l'harmonie puis que la chimie reste. Étant donné que vous êtes une entreprise familiale, une PME, c'est très important pour vous l'aspect humain, l'aspect aussi d'avoir des bonnes relations interpersonnelles avec vos employés. Donc, c'est sûr que ce point-là pourrait être pallié en ajoutant votre fils. On a aussi déterminé les différents risques qu'il pourrait avoir au projet, notamment par rapport à l'ALENA, taux de change, comment on pourrait aussi prendre des futures sur les commodités. Tout ça, ce qui nous a permis d'assurer la pérennité de l'entreprise, vous allez chercher une vanne positive de 300 000 $.
Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Donc, on espère que vous avez apprécié, puis on vous remercie d'avoir pris le temps d'être là avec nous aujourd'hui. Puis on espère aussi que vous allez aller de l'avant avec notre projet, puis que vous allez aller aussi de l'avant avec 2 lignes de production qui vont vous permettre de réduire beaucoup le risque dans votre entreprise, puis d'aller maximiser la valeur de l'entreprise pour la léguer à votre fils. Donc, nous sommes consultants CGL et on est prêts à recevoir une période de questions. Merci. Moi, j'en ai une première qui me titille un peu. Je comprends que les BNR sont de 146 000. Puis pour pouvoir utiliser les BNR, bien évidemment, il faut qu'on se verse des dividendes. Mais on a seulement 25 000 de liquidité. Donc, comment je peux sortir 100 000 des BNR sans me réendetter ou sans liquider une partie des actifs? C'est 2 choses. Je comprends que la valeur nette de l'entreprise, demain matin, on liquide tout, donc 146 000. Mais demain matin, je ne l'ai pas, c'est dans les inventaires, c'est dans les stocks, tout ça. Et je me vire le bord, je dis, c'est parfait, je vais avoir 100 000 dans mon compte de banque. Je me verse un dividende, mais là, j'ai juste 25 000 pour les dividendes, puis il me reste plus de liquidité. OK. Bien sûr, c'est sûr qu'on ce point-là, à ce niveau-là, des bénéfices non répartis, c'était seulement pour vous mentionner que vous aviez vraiment les liquidités nécessaires pour financer votre projet. Bien sûr qu'il y aurait eu d'autres moyens de financer ce projet-là, justement par l'apport de subventions qui était proposé ou aussi par le projet à un prêt qui était sans intérêt, qui aurait été favorable pour vous aussi. Mais bien sûr, on voulait seulement que vous y allez avec les bénéfices non répartis parce que ça permettait une structure de capital qui était moins coûteuse que la dette et une nouvelle émission d'actions ou un nouveau... Peut-être la même question, il y a mon fils Marco aussi qui veut embarquer partner. Donc, qui finalement, lui, était prêt à investir le 100 000. On n'aurait pas été mieux d'utiliser son 100 000 pour l'investir dans la compagnie? Bien sûr que vous auriez pu utiliser son 100 000, mais nous croyons fortement que son 100 000 aurait pu être investi dans un autre projet aussi. Parce que vous avez environ 160 000 de comptes clients qui vont être recouvrés dans le futur, bien sûr, et qui pourraient être utilisés justement pour financer ce projet-là qui va être dans votre encaisse un jour ou l'autre dans la prochaine année, bien sûr. J'ai une question. Dans votre présentation, vous disiez que la pérennité de la compagnie passait absolument par l'exportation aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis spécifiquement? Parce qu'on a seulement 6% des parts de marché au Québec. Est-ce que ça, vous m'avez parlé beaucoup d'exportation, mais est-ce que vous avez parlé un peu du marché québécois je pense qu'il y a encore beaucoup de place d'expansion aussi? Pour nous, on misait vraiment sur les États-Unis parce que ça allait chercher la vente à un distributeur. Donc, ça diminue tout le fardeau lié à la vente. Donc, donc vous vendez en masse au distributeur. Ça vous permet aussi de savoir d'avance combien vous allez vendre, de savoir le prix qui va être vendu aussi. Puis, on sait que le marché est saturé. Puis, vos compétiteurs actuellement au Québec, au Canada, ils sont détaillés aussi dans les Costco et les Walmart. Donc, nous, on jugeait que par rapport à ce risque-là, c'est sûr que vous avez comme un pied en arrière par rapport à vos compétiteurs sur le marché canadien. Donc, on jugeait plus pertinent d'aller exploiter le marché américain, puis vraiment d'avoir un pas d'avance sur les autres. Vous avez parlé de la rotation, mettons rotation compte client, les stocks, etc. Puis on a vu que ça s'est dégradé dans le fond au cours de la dernière année. Puis en plus, les ventes ont chuté de plus ou moins 10-12% l'an dernier aussi. Y aurait-il une façon, si on y va avec l'avant avec le projet, il y a peut-être un risque à ce niveau-là, les ventes chutent, puis rotation est assez détériorée. Y aurait-il une façon d'améliorer la rotation des stocks? Qu'est-ce que vous recommanderiez à ce niveau-là? Vous pourriez faire tout simplement du just-in-time, donc de faire l'approvisionnement des matières au moment où vous en avez besoin. C'est sûr que là, vous allez avoir un plus grand choix, vous allez peut-être pouvoir avoir aussi des meilleures méthodes d'optimisation puis de logistique tout à l'interne. C'est sûr que pour nous, c'est quelque chose qui va être fait plus sur le long terme, mais ce sera un moyen d'aller améliorer vos stocks. Vous avez parlé également d'ajouter une deuxième ligne de production, donc c'est pas inclus dans le 100 000 d'investissement qu'on a prévu. C'est 140 000. C'est 140 000, mais ça n'a pas été plus économique à la place qu'on ajoute un quart de travail? Avec le même équipement, non? Selon les données que vous nous avez fournies, c'est comme si on arrivait à saturation avec la première ligne avec la capacité de 916 poches par semaine.
Donc, nous, c'est pour ça qu'on est allé ajouter une deuxième ligne pour être capable de répondre à 100% de la demande. Mais on garde l'ancienne aussi. On ajoute, ben, dans le fond, au lieu d'en ajouter une, on en ajoute deux pour être capable de répondre à toute la demande que nous, on juge qui va arriver dans les prochaines années avec le marché. Puis on garde l'ancienne. Ben, On va dire c'est optimiser l'ancienne pour obtenir en ce moment, c'est comme le projet qui était proposé. En plus, d'une nouvelle qui va vraiment permettre de vous répondre vraiment à vos ventes puis à vos perspectives de vente, surtout aux États-Unis, parce qu'en ce moment, vous n'étiez pas enclin et capable de répondre à ces ventes-là. Donc, on se trouvait vraiment important. C'était comme délaisser, à vrai dire, une partie de chiffre d'affaires qui aurait pu être comblée. Dernière petite question sur en même temps, vous êtes pêché. Vous êtes découvert. Ça sera pour la prochaine fois. Merci.